Ave Maia, Trepalium, cuisinare et logitarim, te salutanti. Ce qui ne veut rien dire, mais ça faisait bien quand même. Ça veut dire bonjour. Non, ça pourrait très mal se mettre. Okay. On est toujours au sein du Web Today 2018. La journée continue à descendre et donc on est arrivé à l'heure des bières. Et pour boire des bières, je suis accompagné ce soir de Damien Cavaillès. Bonjour. Et de Yann Hurtaud. Bonsoir. Dit Chalfut. C'est selon. C'est selon. Chalfut est belge et suisse. C'est compliqué. On va pas se le cacher, on est au milieu d'un festival digital. Numérique, ça veut s'il te dire plaît, qu'il merde. se fait avec les doigts. Et aujourd'hui, tous les grands groupes sur les stands du village nous ont parlé de se mettre à agir et de travailler comme des startups, à la startup. Et donc j'ai envie de te demander, Damien, qu'est-ce que c'est que travailler à la startup? Non, je déconne. Et donc on va essayer pendant... on va essayer en fait d'explorer ce que ça veut dire que se travailler à la startup. Pour ça, je me suis entouré de personnes... Travailler à la startup, intéressant. À la manière de... Pour ça, je me suis entouré de gens de compétences. Damien Cavaillès, qui es-tu? Je m'appelle Damien, je suis gentil et je suis le fondateur de WeLoveDevs.com, une société qui aide les développeurs à trouver des jobs où ils seront heureux. Et dans la relation avec les grands groupes, nous on a la chance d'être hébergés au village Baïséa et donc de travailler tous les jours dans les locaux du Crédit Agricole. Et on comprend un peu ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'ils veulent travailler à la start-up, quand ils arrivent en costume et que moi je suis pieds nus. Une bonne ambiance. T'es connu pour un deuxième truc, t'as énormément fait pour Startup Weekend. Ouais. Parce qu'il est gentil, ça, ouais, ça va avec. C'est quoi un Startup Weekend? C'est un événement qui dure 54 heures où on rassemble des gens qui se connaissent pas du tout et qui vont finalement passer du temps ensemble pour créer des entreprises. L'idée c'est de montrer que tout le monde peut tester l'entrepreneuriat, tout le monde peut essayer et de le démocratiser. Et Yann, moi je t'ai connu à une Media Lab Session qui était une sorte de Startup Weekend du média. T'as vu cette transition de ouf, hein? Beau. Romain, ça y est, si tu nous regardes, grâce à qui j'ai redécouvert Nantes. Il est là. Ouais, toujours, chaque année. Il est là, non, je pense qu'il est pas là. Eh bien, il est là. Si, je lui ai demandé, il est là, mais il est pas là. Et donc Startup Weekend, ce principe-là a essaimé et notamment, il y a eu une Media Lab Session où j'ai rencontré Yann Hurtaud, dit Chalfut, qui était une sorte de Startup Weekend dédié aux médias. Ouais, on était en 2013 à Nantes, effectivement, comment les médias peuvent essayer de faire la même chose, format week-end, des gens qui n'ont jamais travaillé sur un projet d'innovation média ou application. Et donc Yann, toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais, hormis cette histoire de Media Lab Session? Quelque chose qu'on a arrêté en 2014, depuis, on a lancé avec les gens avec qui je travaille 3 tiers-lieux, 3 espaces hybrides partagés. Qui servent à des gens qui ne se connaissent pas au départ, à lancer des nouveaux projets, à rencontrer leurs futurs cofondateurs, leurs premiers salariés, entre freelance, à trouver des gens avec qui ils pourront travailler ensemble sur des projets trop gros pour eux. Dans le domaine de la biologie, dans le domaine de l'éducation et sciences de la santé, et plus largement tous les gens qui sont des travailleurs isolés. De manière générale, ça c'est un sujet qui a... C'est un sujet qui a un peu déserté les scènes théoriques aujourd'hui, mais qui est pourtant fondamentalement d'actualité. Qu'est-ce que tu appelles les scènes théoriques? Le coworking, le tiers-lieu. Il n'y a jamais eu autant de prod en sociologie sur ce sujet en ce moment. Ah bon? Sérieusement, la première thèse en français sérieuse sur les tiers-lieux, ça a 1 an. Ouais, je relance ma question du coup. Surtout qu'il y a la loi pour le télétravail maintenant. Hésite pas à essayer de me cornaquer plus. Semaine de la qualité de la vie au travail en ce moment même. En France, il y a la loi sur le télétravail, donc clairement on parle que de ça, quoi. Parlons de tiers-lieux. Aujourd'hui, il y a une mutation dans le travail et notamment l'apparition de ces endroits où en fait tu bosses dans des endroits qui sont pas nécessairement les locaux de ta boîte, mais qui sont des espaces de travail. Ils sont pas nécessairement ceux de ta boîte, ça peut être un autre truc. Qui sont des endroits où certaines personnes ne travaillent pas. C'est quoi cette histoire de tiers-lieu en fait? Comment tu définirais ça? Réapparition, cyclique, c'est pas réapparition nouveau. C'est pas nouveau. La bibliothèque d'un monastère, c'est un tiers-lieu. Le bistrot, c'est un tiers-lieu. Au sens sciences sociales, années 60 américaines, c'est l'endroit qui n'est ni la maison, ni l'usine. Pour faire vite, c'est l'endroit à l'interstice où plein d'autres choses peuvent se passer, du travail et aussi d'autres choses, du lien social. Tout ce qui n'est pas dans la case facile, maison, famille, travail, usine. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus des endroits où on travaille autrement, où on fait d'autres trucs.
Est-ce que c'est du travail ou pas, on sait pas, mais on crée des nouveaux trucs. Toi, t'es un utilisateur d'espace hybride comme ça? T'as rarement travaillé dans des bureaux, toi? J'ai rarement travaillé dans des bureaux, même je pense que l'expérience la plus bureau que j'ai eue, c'était les bureaux de Numa où il y avait des startups sur le même niveau, donc on était en train de partager un espace ouvert. Et le bureau de Michel, chacun son bureau fermé, donc surtout non, avec jamais travaillé en bureau fermé. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui conceptualise l'idée de travailler en bureau fermé? Ouais, pourquoi pas, si c'est le bon outil pour ce que tu as envie de faire. Une fois que tu es 3 cofondateurs et 2 salariés, t'as pas envie d'être dans un espace ouvert où la valeur principale c'est l'acculturation. Une fois que tu es sûr de ce que tu veux faire pendant 2 ans sans qu'on te dérange, ouais, tu te mets dans un coin et tu le fais. Donc en fait c'est même pas un principe de règle, c'est plus une capacité peut-être à reconfigurer les lieux en permanence en fonction des usages? Ça peut être ça, mais tu pars de... A priori j'ai besoin d'un endroit pour travailler qui soit fiable. J'ai besoin d'un endroit où si je pose mon laptop et que je vais aux toilettes parce que je suis malade, il va pas disparaître. On se connaît un peu, j'ai besoin d'un endroit où les gens en prennent soin en commun. Genre si tous les gens dans l'endroit où tu travailles laissent chacun leur mug le soir sur le bureau, c'est pas super agréable. Pense colocation mais pour club de travail. On part de ça c'est le besoin de base, super simple, calcul économique très simple. Ça coûte moins cher de mutualiser quand tu es des petits acheteurs à ce niveau-là. C'est aussi pour ça que les grands groupes se tournent vers ça. Ça coûte moins cher de mettre vite fait l'équipe que tu viens d'embaucher pour un projet temporaire là, dans ces cadres-là, plutôt que d'agrandir ton HQ. On est sur ça. Ça, c'est la partie simple de l'histoire. Un endroit designé à peu près proprement pour travailler. Dès qu'on parle de travailler de manière collaborative, changer de posture et de besoin dans ce qui te permet de travailler plusieurs fois dans la journée, rencontrer plus de monde sans perte de productivité et faire n'importe quoi qui n'était pas prévu au départ dans un espace mais que l'espace permet de faire quand même. Là on est sur d'autres choses. Du golf d'intérieur? Tout. On connaît bien ici les gars de Spectrum qui viennent de Québec chaque année, quasiment. Ils ont une slackline dans leur tiers-lieu, bureau, slash, ce que tu veux. Parce que c'était cool. Cette redéfinition de l'espace de travail, du coup, elle accompagne un autre truc, c'est le rapport, du coup, que les gens entretiennent à leur travail. On n'est pas nécessairement sur des gens qui vont se pointer à une horaire fixe, repartir à une horaire fixe. On est de moins en moins dans un contrat de vente où ce que je te vends, c'est du temps. On a plus tendance à vendre une implication, une énergie et du résultat que stricto sensu des heures. Je sais pas comment tu le ressens toi. Si, du coup nous on a même fait des tests de personnalité RH récemment et il s'avère que je ne peux pas vraiment travailler. Le travail aliénant, je suis incapable de le faire. J'ai besoin d'être engagé dans tout ce que je fais et du coup je peux travailler le week-end, je peux travailler la nuit. J'ai pas la sensation de travailler, je peux faire des quantités de travail incroyables, j'ai pas la sensation de travailler. Mais il faut que je sois très motivé par le fait de ce que je fais. Et du coup dans la boîte que je monte aujourd'hui, je le reproduis dans ce que j'attends de mes collaborateurs et dans l'espace que je leur fournis pour travailler. Et j'attends la même chose d'eux, le même comportement. Je leur donne pas d'horaire fixe, je leur laisse travailler quand ils veulent. Par contre je leur demande du reporting par email en échange. S'ils veulent travailler de chez eux, ils peuvent. Mais il faut qu'ils me disent quand c'est fait. Tant que les clients sont contents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu viens de dire quelque chose d'important, c'est la façon de travailler le plus important ou la reconfiguration sociale autour de cette façon de travailler. Ouais. Le lieu permet ça, mais le lieu est secondaire. Vraiment, c'est la partie visible qui dit ah oui, là je comprends mieux parce que ça se voit, vous êtes dans le même espace physique, donc on voit plus facilement cette reconfiguration sociale. Mais c'est secondaire dans l'histoire, vraiment. L'approche immobilière, facility management de la chose passe complètement à côté de l'enjeu. Mais par exemple, ça fait partie du deal parce que si tu dis aux gens, aussi venez, parfois un lieu. Bah ouais, mais si tu dis aux gens, vous bossez quand vous voulez, et qu'il y en a certains qui ont envie de se barrer à 23h, bah en vrai, quand t'es en périphérie dans une zone d'activité à dash de tout machin, et que tu pouvais pas te faire livrer une pizza pour bosser machin, bah c'est la misère. Et donc en fait, il te faut un endroit qui soit agréable, proche de chez toi, pas trop chiant d'accès par rapport à chez toi. Et ça change quand même complètement la vision de lieu où du coup effectivement le mètre carré est moins prédominant parce que en fait avoir tout le monde au bureau peut devenir assez rare. Communauté locale qui se dote d'un lieu, ouais, à tous les niveaux. Nous on a essayé de trouver des raisons d'aller au bureau ensemble. Le fait qu'on ait une bonne connexion internet c'est un bon motivant. Quand notre créa il a besoin d'uploader 200 gigas sur le réseau, il vient au bureau parce que ça marchera plus vite quoi. Il y a plein de choses comme ça qui marchent mieux au bureau et on n'a pas vraiment besoin de venir au bureau pour se voir, on vient pas au bureau pour se voir, on vient au bureau parce que c'est un bon endroit pour travailler. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette démarche-là aujourd'hui, elle commence à être entendue? Et moi, j'ai commencé à la voir se faire détourner par des gens peu scrupuleux. Je m'explique. Ça n'existe pas, ça, quand t'as... Il y a une boîte dont je citerai pas le nom.
qui est une boîte. Enfin, vous connaissez tous les deux l'endroit où vit Clever, c'est le dojo. Oui. Donc le dojo, il y a une open kitchen, ce qui signifie qu'il y a de la bouffe en fait en permanence. Et vous savez, enfin, vous connaissez, c'est pas vraiment mon style de savoir si les gens sont là ou pas là, j'en fous. Moi je regarde le résultat, on est identique là-dessus et c'est vraiment très parlant parce que c'est les développeurs qui créent des boîtes aujourd'hui, on a quasiment tous la même relation de travail là-dessus et on attend la même chose de nos collaborateurs, ce qui peut parfois être très désarmant pour eux. Il y a des gens qui comprennent pas du tout ce modèle-là. On peut conseiller deux bouquins, Quentin, rapidement pour les gens qui nous écoutent. C'est le but de Rework et Remote de Jason Fried et son cofondateur David DHH. Les cofondateurs de 37 Signals, maintenant Basecamp, où beaucoup de choses sur ce sujet-là sont abordées. Beaucoup d'avis préconçus de gens qui n'ont jamais travaillé comme ça aussi sont débunkés. Il faut lire ces bouquins-là vraiment. D'ailleurs, du coup, j'ai dû apprendre à diriger autrement. Parce que les gens qui travaillent avec moi, je les vois pas au bureau, je peux pas les fliquer. Et là-dessus, j'ai lu Radical Candor, qui est vraiment cool et qui apprend à faire de la guidance en anglais. Et moi, je trouve ça fantastique. Comment être un boss sans être un trou de cul en français. How about no arms? No arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. You don't do anything. Donc ça, c'est en train de splitter. Et par contre, t'as des gens qui tentent toujours d'y poser des vieux modèles. Donc par exemple, il y a pas longtemps, j'étais dans une boîte à Paris dont je tairai le nom. Et les mecs sont cool. Il y a un barista toute la journée qui te fait ton café. Il t'offre le petit déjeuner de 8h30 à 9h. Après 9h, il n'y a plus de petit déj. Oui. Et il y a un goûter à partir de 18h jusqu'à 18h30. Et tu vois, quand on parle au mec, tu te dis bah oui. Ah, je suis allé dans les ce gens. Il fallait mettre des patins. Je cite personne. Ah, ok. Est-ce que vous considérez que c'est ok ou est-ce qu'en fait on est en train d'essayer d'arnaquer les gens pour leur faire des horaires anyway? Non, mais c'est pas grave parce qu'ils peuvent dormir sur place, il y a aussi des chambres. Donc c'est bien. C'est intéressant ton c'est pas grave. Ouais, si, c'est grave. Quand t'es un jeune dev ou un jeune designer ou une jeune designer entre 20 et 30 ans, statistiquement, démographiquement, pas d'enfants, pas forcément en mode monter une structure familiale, s'occuper d'une famille en train de vieillir, etc. On peut envisager que c'est des horaires intéressants pour les gens qui aiment les cadres. Pour les gens qui n'ont pas forcément besoin d'occuper leur biorhythme par exemple, ça c'est autre chose. Mettre à disposition des choses dans un frigo pour les gens quand ils veulent, genre des fruits frais par exemple, ça c'est pas mal. Des choses autres que du pain, des viennoiseries, c'est pas mal. Oui, mais toi t'es comme moi, on met à disposition, vous avez faim, vous avez becté. Mais je vais pas vous dire, vous avez le droit de bouffer de 8h à 8h30 quoi. Tout ce qui prend pas en compte les horaires des gens qui doivent déposer leurs gamins à l'école, les horaires des gens qui doivent s'occuper de leurs parents malades le soir, les horaires des gens qui adorent écrire d'ailleurs dans un autre tiers-lieu, dans leur lit, dans un café de 7h à 10h et qui bossent de 10h à 19h. Tout ce qui prend pas en compte ça passe complètement à côté du sujet. Le côté parc d'attractions, on te met un maximum de choses à disposition sur le lieu de travail pour que tu aies l'impression d'être à Disneyland au lieu de venir bosser. C'est ridicule. Le point est pas là. C'est un club de travail, un endroit où on bosse. Allons jusqu'au bout du parc d'attractions, la fribière sur les lieux de travail. Non, moi je suis contre. C'est rigolo de 25 à 30 ans. Et puis après on parle de santé mentale et santé tout court. Moi, je peux payer des bières au bar à côté, mais pas de bière sur le bureau. Oui, on en a sur le plateau des bières. Mais là on n'est pas au bureau. Si je reformule la question contre Quentin dans une approche animateur de communauté ou chef d'entreprise, faire le choix de mettre à disposition de la bière en quantité illimitée et gratuite dans ce genre d'endroit, c'est irresponsable, c'est criminel. Et franchement, c'est prendre les gens qui travaillent pour des cons. Et ça pose un problème de loi E20. Criminel. De loi E20 ou de loi E20? De la loi E20. E20 c'est un mec. D'accord. Et un mec qui traite de vin en fait. Tu sais, c'est en France, avant, quand t'arrivais au resto, t'avais des bouteilles de rouge ouvertes sur les tables. Et ça en fait, c'est devenu illégal en fait. C'est la loi bière et vin. C'est une incitation à... On fera appel au consultant juridique de Radio Mater pour bien bétonner ce point. Non, effectivement, ouais. On fera bétonner le point juridique par le conseiller juridique de Maya Mater. Et nous on a eu l'inverse, en fait on a eu le même problème, c'est-à-dire que comme on a libéré les horaires, on a eu des bonhommes qui bossaient trop. Du coup maintenant c'est devenu une bonne habitude que moi et mon associé on parte à 17h et qu'on dise oh personne après 18h dans le bureau le vendredi.
on essaie d'inciter les gens à sortir du bureau et on fait attention à ce que certains restent pas trop tard. C'est sain. Dans une approche, tu as déjà une équipe que tu es en train de constituer, tu as un associé des premiers salariés. Dans un cadre où on est dans une communauté de coworkers qui sont plutôt sur une approche la plupart indépendants, la plupart donc beaucoup plus pairs, on va dire. Ça arrive de prendre régulièrement l'apéro avec tes coworkers dans l'espace que tu partages pour travailler. Pas de problème avec ça. Mon problème, c'est l'accès illimité, gratuit, par quelqu'un qui a une relation hiérarchique avec toi. Et comment, parce que là on parle souvent de freelance ou de petites boîtes, est-ce que vous voyez la possibilité de transposer à des grosses structures, je parle de structures de plusieurs milliers de personnes, ce genre de modèle? Est-ce que vous connaissez des expériences qui se sont produites? Est-ce que vous voyez ça se produire? Ou est-ce qu'en fait on est en train de créer juste une espèce de classe de profession supérieure de A, de CSP+, où en fait on bosse un peu comme on veut parce que fuck la life, de toute façon notre marché d'emploi est tel qu'on décide où on veut bosser, donc vous n'avez pas tellement le choix les gars, et que tu aurais une sorte de cadre supérieur mais pas libre, et qui lui serait condamné au custom d'Everett entre 9h et 18h dans des bureaux chiants. Il y a 3 sujets dans ce que tu dis. Il y a le travail à distance, c'est un sujet. Il y a le design d'espace de travail qui permet de travailler un peu autrement, c'est un autre sujet. Et il y a la façon de travailler ensemble, qui est plus large que le travail à distance, si je le dis autrement. IBM a fait redesign l'ensemble de son headquarter par les équipes de WeWork l'année dernière. C'est une part non négligeable du chiffre d'affaires de WeWork l'année dernière. Donc si tu me demandes, est-ce que designer un peu autrement, un peu mieux, en prenant d'autres besoins en compte que les années 50 et l'approche qu'on avait du travail sur un plateau, c'est quelque chose qui est en train de se massifier? Oui, inévitablement. Parce que les métiers d'aujourd'hui demandent ça, de toute façon. Donc ça, c'est une chose acquise, il n'y a pas de débat là-dessus, je pense. Travail à distance. Si tu es un travailleur de la connaissance, que tu as moins de 35 ans, ou que tu as plus de 45 ans, il y a tellement d'avantages que l'employeur qui n'a pas compris ça, ça serait bien qu'il soit out of business rapidement, parce que ça fatigue tout le monde. Ça gâche de la valeur bêtement, c'est mon avis. La façon de travailler, on est très très loin de la massification. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux nouvelles façons de travailler parce qu'ils ont redesigné leur bureau, si je le dis autrement, ou parce qu'ils accordent une demi-journée de travail à la maison à leurs employés par semaine. Et qu'il y a un baby-foot. Ah, le baby-foot. Typiquement là-dessus, le télétravail, c'est une des premières questions que posent les développeurs quand on leur parle d'un job. C'est vraiment dans les 3 priorités dans leur façon de choisir leur prochaine boîte. Le truc qui est fantastique avec est-ce que le télétravail est toléré, c'est qu'il n'y a pas une réponse oui ou non. C'est toujours, il y a cette façon de télétravailler qui est tolérée. Vous avez le droit de faire un jour en home working par semaine. Vous pouvez travailler 30% de votre temps à distance. Vous pouvez travailler dans un coworking, on vous paye du cowork. Il y a une nuance de réponse. Et il y a des boîtes qui ont des politiques super rigolotes, genre typiquement où à chaque revue de fin de sprint, ton équipe te redonne ton badge qui t'autorise à télétravailler, tu vois. Et si sur une semaine t'as pas délivré ou tes collaborateurs ont perdu la confiance, ils t'enlèvent ton badge par exemple. Et chaque boîte doit créer cette politique-là vis-à-vis du télétravail. C'est hyper intéressant comme modèle. Donc en fin de sprint, tout le monde te demande s'il a réellement confiance dans ta façon de bosser ou pas. C'est tes pairs qui renouvellent leur confiance en te redonnant ton badge. Et c'est pas un supérieur hiérarchique, c'est tes pairs qui disent bah écoute, on a confiance dans la façon dont tu bosses, t'es toujours sur le Slack, tu réponds, etc. Y a pas de souci, on te redonne ton badge. Et de l'autre côté, les gens avec qui je travaille au quotidien, soit les uns à côté des autres, soit sur des projets en commun, donc on est des coworkers, c'est ça l'origine du mot. Travailleurs isolés, par construction, sont tous en train de faire du travail à distance par rapport à leurs clients s'ils sont freelance, par rapport à leurs employeurs s'ils sont salariés à distance. Donc moi j'ai la construction statistique d'avoir que les gens qui sont en train de faire ce mode de travail là, si tu veux. Et qui reçoivent aussi des clients dans un lieu qui permet de le faire. Ouais. Ça se fait de plus en plus aussi le fait que nos bureaux sont un petit peu en dehors de la ville. Quand je reçois des clients, je vais louer un espace sur le centre-ville et je vais recevoir les clients dans cet espace-là, dans des bureaux partagés ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus pratique pour tout le monde, même pour moi. Et je pense dans des grands groupes, ça se fait de plus en plus aussi d'avoir besoin de flexibilité dans le bureau, quoi. Bon, vous connaissez tous les deux le projet Maya Matin? On m'a dit que c'était des jeunes qui faisaient du camping. Du camping dans une caserne militaire. Il y a du camping. L'idée a été de dire... Vas-y, rebondis là-dessus. Non, le camping, c'est pas si loin d'être faux, parce qu'en fait, c'est... C'est un tiers-lieu pour primo-entrepreneurs, non?
il y a un côté tiers-lieu, il y a quand même un côté rustique, tu vois. Ouais. C'est une caserne, tu vois. Caserne. Par exemple, cette caserne n'a jamais été équipée de chauffage. Ouais. Quand les conscrits arrivaient là-dedans au mois de novembre, en vrai, j'espère qu'ils étaient nombreux par chambre, quoi, parce que... Du coup, vous le faites au printemps, le programme, non? Bah, le programme, il a lieu en été. Non, mais littéralement, en fait, on a réfléchi à la possibilité de faire également des programmes d'hiver. On a assez vite désimaginé la possibilité. C'était matériellement pas faisable, ou alors fallait uniquement qu'on forme des pingouins entrepreneurs, qui eux auraient supporté les conditions climatiques. T'avais l'air tellement sérieux quand tu l'as dit. T'étais beaucoup trop sérieux en disant pingouin entrepreneur. Ouais, non, mais c'était pas mal. Ouais, en plus, c'était visuel, je l'ai bien vu, genre des pingouins. Bonjour, je vais être entrepreneur. Donc, My Amateur, du coup, on prend des jeunes doers, techniciens, designers, des gens qui savent faire des choses de leurs 10 doigts, des scientifiques, des gens qui ont beaucoup de techno, du post-doctorant par exemple, nous intéresse aussi. Et on les incite à créer des boîtes en les logeant et en les nourrissant et en leur fournissant des mentors pendant 4 mois la première année. La deuxième année, ils ont un campus à Saint-Nazaire beaucoup plus intense d'1 mois. Et la troisième année, ils viennent aider les premières années. Donc on essaye de créer une chaîne vertueuse qui en plus nous permet de créer un tissu entrepreneurial sur le territoire. C'est extrêmement vertueux, on ne prend pas de part. Dans la caserne, t'as le côté hébergement, t'as le côté espace de travail aussi? Ouais, en fait on a 2 types de lieux, on a de l'hébergement et de l'espace de travail. Et il s'est fait un truc assez marrant, c'est qu'on a créé des sortes de dortoirs par boîte. Et en fait, en vrai, je pense que quand tu te retrouves dans un dortoir avec tes associés pendant 4 mois, et ensuite à bosser toute la journée dans la même pièce avec eux pendant 4 mois, et concrètement tu vis avec tes associés pendant 4 mois, en vrai, si tu tiens les 4 mois avec tes associés, ça va. Y Combinator ont été les premiers à prouver que c'était une bonne idée, a priori. Ouais, ils ont jamais forcé les gens à dormir dans la même pièce non plus. Hein. Ouais. Vu les prix, le marché immobilier dans la Silicon Valley, a priori c'était la seule chose que tu pouvais faire. Donc ouais, moi j'ai voir la même voiture dans la Silicon Valley. J'ai fait un lycée avec dortoir, dit lycée militaire, et la vie en collectivité ça me plaît beaucoup. C'était bien une caserne là où j'étais aussi, et on se voyait, on se quittait le samedi midi, on se retrouvait le dimanche soir. Je les ai vus tous les jours de l'année, sauf pendant les vacances, quoi. Les mecs de ma chambre. T'as des coins pour s'isoler, que ce soit pour travailler seul ouais, t'as des coins pour t'isoler. Ou pour juste t'isoler, pour être un moment seul. Tu t'isoles, et puis en plus on a une énorme caserne qui est un lieu vague en fait, où tu peux aller te balader dans les terrains. Enfin, j'ai une question spontanément. Dans les milieux militaires, il y a un règlement intérieur. Il doit y en avoir un pour My Amateurs. Est-ce qu'il est interdit de pécho? Alors, parce que nous c'était spécifié, hein, ça a été écrit en toutes lettres. Les rapports entre hommes et femmes, entre garçons et filles, doivent se limiter à la franche camaraderie. Alors on l'a jamais écrit, il se trouve que jamais personne s'est pécho pour l'instant. Et je sais pas trop comment on va gérer le dossier, je pense qu'il faut que ce soit une discussion qu'il faut que j'ai avec Damien sur comment on va gérer le dossier. Moi, je pense que c'est intéressant, faut l'écrire dans le règlement intérieur, interdiction de pécho. Vous êtes ici pour être ouvert, donc pas de sexe quoi. Alors pour aller au-delà du lieu et arriver à un tiers-lieu, je te propose de faire plancher là-dessus la prochaine volée en disant ok, au fait en passant, on n'a jamais fait de règlement, vous en pensez quoi? Et tu vois ce qu'ils produisent. Ouais, c'est pas mal moi je trouve. Ah, c'est important. Tu vois là, on sort du lieu en commun, on travaille les uns à côté des autres, on commence à faire du travail ensemble, du coworking, bah, c'est surtout façon de travailler plus qu'un espace. La bouffe ensemble aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Quoi? Ce qui nettoie les toilettes. Alors on fait venir une boîte de ménage. De l'autre côté, en fait, nous on déteste quand dans un espace, tu sais, t'as ces panonceaux. Merde, pensez à ranger la vaisselle, bordel, au-dessus des éviers, ce genre de truc. Donc on s'est dit qu'on allait faire un minimum en automatique pour que le lieu se dégrade jamais suffisamment pour que ce soit désagréable. Et après on essaye de dire à tout le monde d'être responsable, tu vois. Mais le ménage passe pas toutes les 2 minutes non plus quoi. Mais on a essayé de faire en sorte de pas se retrouver à trop gérer de problèmes logistiques. C'est pas l'objet du truc non plus. Ouais, nous au lycée on avait une revue de TIG à 7h20 tous les matins. TIG pour travaux d'intérêt généraux, et donc tu étais responsable soit des chiottes, soit de la salle de bain, soit des trucs comme ça. Et il y avait un mec en uniforme militaire qui venait et qui disait « Cet évier n'est pas propre !» Même s'il y avait un nettoyage professionnel en plus à côté, ça nous responsabilise énormément. Je pense que c'est bien de mettre en place une forme de rituel sur le nettoyage, même si c'est superflu, tu vois. Et qu'il y a quand même un nettoyage professionnel. Ok, intéressant. Je trouve que c'est une proposition. Qu'est-ce que vous pensez du modèle My Amateur? Qu'est-ce que vous pensez de ce programme? D'abord, est-ce que c'est un programme commun? Toi qui as fait des startup week-ends dans des milliers de villes dans le monde. Moi ce que je sais c'est que tu m'aurais proposé de faire ça il y a 5 ans, j'aurais été chaud. J'aurais participé à fond, les yeux fermés. C'est le genre de truc où je me serais envahi, je me serais laissé envahir par la notion.
dans l'idée. On J'ai voit vu aussi, la liste des milliers de villes, Damien. il y a aussi maintenant énormément de fellowship où les gens sont plus ou moins rémunérés par la fellowship pour entreprendre. Et je trouve que c'est très chouette. On n'a pas forcément, c'est pas forcément entrepreneurial comme démarche, mais on apprend beaucoup en fait. Et ça permet de créer des safe zones ou des zones de confort où les gens peuvent créer, donner des idées et interagir. Et c'est toujours bon en fait pour l'écosystème et pour faire grandir des gens, quoi. Yann? Moi, j'ai pas encore d'avis. Comme pour tout espace hybride partagé, ce qui m'intéresse, la valeur que tu crées, c'est les gens qui y rentrent, c'est quoi leurs histoires et qu'est-ce qu'ils en font sortir. C'est quoi les équipes qui se créent, c'est quoi les projets qui sortent, qu'est-ce que vous avez comme impact sur la communauté au-delà des 4 murs, sur la ville autour, sur la région autour. Donc ce qui m'intéresse, c'est de lire sur les canaux de communication de MyAmateur, tel membre de telle année, ils ont fait ça et c'est vraiment cool, on est super fiers. Ceux-là, ils ont on a tenté un ça, médium, en fait, on demande aux équipes voilà. de publier sur notre médium. Et en fait, on demande aux équipes d'écrire leur expérience. Et là, on a commencé à enregistrer des vidéos, en fait, aussi, où les mecs nous racontent leur expérience. Avec une équipe, un projet qui est sorti, qui t'a épaté de MyAmateur dernièrement, c'est quoi? J'ai pas envie de le dire parce qu'en fait, comme ils attendent tous que je dise mon chouchou, je le dis jamais. Non, je te demande pas ton chouchou, pardon. Alors, je vais reformuler. Je peux réagir sur Startup Game, mais je pense qu'il faut pas attendre de résultats directs. En vrai, on s'est saoulé, on s'est donné du mal à trouver des success stories dans les startups de Startup Game, et on a eu un demi-million de participants en 5-6 ans. T'as raison et les success stories qu'on a trouvées, elles font du bon storytelling, mais en fait c'est bullshit parce que ça correspond pas au truc. L'important c'est que l'apprentissage. Moi quand j'animais Startup Weekend, moi ce que je disais aux gens c'est vous savez le résultat de votre startup à la fin du week-end, toute chose étant égale par ailleurs, sera quand même de la merde. Il me semble qu'on parle de programmes complètement différents. Startup Weekend avait uniquement et toujours une visée uniquement d'éducation. Et là où je suis d'accord que la métrique, c'est pas quelle valeur vous créez, c'est pas celle-là, c'est autre chose. Ok, d'accord. Là, on est sur un programme qui est un peu plus intégré. Et je parle pas de combien de millions vous avez tous levé, cumulé, combien d'employés, enfin tous les trucs, on va pas parler de ça tout de suite. Peut-être, mais c'est pas ça dont je parle. C'est pour ça que je te demandais un exemple précis sans citer un chouchou, mais cite-moi 3, on s'en fout. Les équipes, tu dis ah ouais, celle-là, ils se connaissaient pas en arrivant et la façon dont ils travaillent ensemble, ça m'épate. J'aurais adoré être membre de cette équipe-là pour telle raison. Ils se sont trouvés un rituel, cela. Il y en a beaucoup celle-là, ils ont fait un truc en 2 mois. J'aurais pas été capable de le faire moi en 2 mois. C'est ce genre de truc-là qui m'intéresse. Il y a une équipe par exemple sur la façon de travailler, sur ce genre de résultats-là. Il y a une équipe par exemple, moi ils m'ont bluffé, tu vois. C'est des gens, ils débarquent avec une idée que moi j'ai toujours trouvé moisie. Ils achievent leur idée, genre ils développent le truc, ils le font. Bon, ça marche pas, en fait tout le monde s'en branle, l'idée était moisie. Mec se dit, ok, on va développer un autre truc. Pareil, grosse capacité d'exécution. Là, ils redéveloppent. Bon, pareil, c'était moisi. Je leur disais à chaque fois, genre, c'est ouf. Je comprends pas comment vous pouvez avoir autant de capacité d'exécution et jamais réussir à vous intéresser à un problème qui a un tant soit peu de sens. Quoi. Genre, et ça leur a pris toute l'année. Ouais. Mais ça y est, là, ils font un truc qui est vraiment cool, quoi. Mais tu vois, ils ont une telle vision sur le côté exécution que je trouve ça vraiment magique, en fait, de les voir bosser parce qu'ils sont vraiment... Et à chaque fois, même sur leur truc moisi, c'est toujours... Ils sont à fond. Et je trouve ça très beau. Et du coup, des fois, tu te dis presque ça va le faire. Une métrique qui me va bien. On a sorti X équipes soudées. Tu vois, on a à peu près le même sujet sur Startup Weekend. Dans le dernier événement que j'ai fait, c'était il y a 2 semaines. Je reviens le dimanche soir et ma copine me dit ah mais du coup c'est lesquels de projets qui ont gagné. Gros trou. C'est quoi un Startup Weekend réussi pour toi, Damien? Qu'est-ce qui fait que tu y retournes? Moi je veux voir à la fin les gens qui ont des étoiles qui brillent dans les yeux. Des gens qui le lundi matin vont se lever, ils vont avoir la dalle. Je veux que les gens ils aient ressenti l'adrénaline de l'entrepreneuriat. Parce que cette adrénaline là elle existe, on la connaît et elle est hyper addictive. C'est ce truc là, c'est ce qui rend fade tous les autres jobs et tout ce qu'on fait d'autre dans la vie. Et donc si on a une vraie statistique, sur Startup Game, c'est il y en a une qui dit que 30% des gens qui vont à Startup Game ils changent de job dans les mois qui suivent. Et ça se vérifie sur les 500 000 participants. La deuxième statistique qui serait cool, c'est de voir qui entreprend encore 10 ans après. Et ça, on a pu la constater après avec Techstar, quand Techstar a racheté Startup Game. Techstar, au moment où ils avaient racheté, ils avaient déjà accompagné 3000 entreprises. Sur les 3000 entreprises, la moitié, c'est des gens qui s'étaient rencontrés sur un Startup Game 4 ou 5 ans avant.
pas du tout sur le même idée de boîte, etc. Tu vois, mais ils ont passé du temps ensemble. Dans ce moment-là, dans ce lieu-là. Et donc c'est dur d'avoir les statistiques parce que nous, notre boulot, c'est quand même essentiellement d'aller chercher des gens qui n'auraient pas été dans l'entrepreneuriat. C'est quoi vos critères de succès? Qu'est-ce que vous êtes fixé? Quel horizon? Et puis quels critères? Les critères de succès chez nous, c'est réussir à sortir 1 ou 2 beaux projets deep tech, vraiment deep tech, réussir à changer le profil entrepreneurial moyen. On fait baisser la moyenne d'âge, on technicise et on douicise énormément le profil des founders. On internationalise le réseau nantais parce qu'en fait comme on pique des projets ailleurs pour les renvoyer derrière là où ils étaient, on crée un maillage de notre réseau qui est beaucoup plus fort. Et on change l'écosystème en changeant son mindset parce que comme on est une équipe extrêmement libre, MyAmateur, et qu'on se pose très peu de contraintes, notamment il y a que des punks dans cette équipe. Il y a que des gens. Si demain MyAmateur ne devait pas exister, ils s'en foutent. Enfin, genre ils s'en foutent. C'est pas. En fait, le projet nous plaît beaucoup, mais ça les dérangera pas pour vivre. En fait, ils gagnent de l'argent par ailleurs, en fait. Et du coup, combien d'alumni aujourd'hui MyAmateur sur les gens qui sont comment niveau 2 et 3 des volets? Bah 3 il n'y en a pas beaucoup, mais on a une cinquantaine d'alumni quoi. Sur déjà 2 ans d'exercice? Non, on arrive, on commence la 2e année là. Okay. Mais du coup, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se demander, en fait, c'est sur un programme comme ça, c'est toujours intéressant de se demander quels sont les résultats. Après, tu vois, moi j'ai été heurté quand j'étais très jeune. Ça, je t'ai demandé quelle métrique vous êtes choisi, hein, soyons bien clairs. Mais tu vois, j'ai pas nécessairement beaucoup choisi de métrique au démarrage. J'ai été beaucoup heurté quand j'étais très jeune à Nantes. Je sais pas si tu vois, on a un truc qui s'appelle Royal Deluxe. C'est des mecs qui. Un sandwich au McDonald's. Quoi? C'est un sandwich au McDonald's. Royal Deluxe, c'est des gens qui font des spectacles de rue monumentaux. Genre, ils créent des géants. Tu vois, l'éléphant qui passe là-bas, il a inspiré de Royal Deluxe. Mais Royal Deluxe, c'est pas la compagnie Machine de Lille. C'est un split en fait. C'est des gens qui. En fait, c'est l'ingénieur. L'ingénieur était la compagnie des Machines de Lille parce qu'il s'est engueulé avec l'artiste, qui était un mec qui s'appelle Korku. Et Korku, il a toujours refusé de construire des machines pérennes. Parce que Korku t'expliquait, l'art c'est éphémère. Jusque là on est d'accord. Et le fait que c'est éphémère rend les choses belles. Et par exemple, tu vois, Korku détestait qu'on annonce les spectacles. Lui, il aimait bien que d'un seul coup, il y ait un géant qui se balade en ville. Pas de discussion, pas de service de sécu, rien que dalle. On va balader un géant en ville, point. Tu vois. Genre, on va pas en parler, on va le faire. Et l'interaction que les gens vont avoir avec, parce que c'est éphémère, parce que c'est impromptu, va faire partie de l'œuvre et ce sera magnifique. Et en fait, au début, j'ai eu une première idée qui était de me dire ce mec est un gros con centré sur lui-même. Et j'ai eu une deuxième idée qui était de me dire putain, c'est vrai, il a complètement raison, c'est incroyable. Depuis qu'on annonce les spectacles, c'est moins drôle. Dans un tiers-lieu, tu crées de la configuration sociale avec de l'interaction éphémère, par essence. Donc j'entends ce que tu dis. Et donc je pense que l'éphémérité... Une fois que tu as fait plusieurs fois les cycles d'éphéméralité, tu te poses la question, on continue à le faire ou pas et pourquoi? Donc la question c'est pourquoi vous allez continuer à le faire. D'autres gens pour le faire non, pas forcément. Qui seront pas usés. Je parle pas de ta lassitude, je parle de pourquoi ça vaut le coup en tant qu'équipe ou pourquoi ça vaut le coup de le continuer ou de l'avoir commencé. C'est sûr, c'est un sujet qui est intéressant là-dessus. Est-ce que vous avez déjà vu des programmes comme ça, full gratuit, pas d'equity comme ça existe en France ailleurs? Ouais, Start, Eurotech, 120 jours c'est gratuit. Start à Eurotech, 120 jours c'est gratuit, ok cool. Je sais pas. Nous, on a un gros problème. Souvent, les gens ont l'impression qu'on va essayer de les arnaquer parce qu'on dit que c'est gratuit et qu'il n'y a pas de contrepartie. Comment est-ce qu'on peut combattre ça? Est-ce que vous pouvez attester qu'on existe et que c'est vrai? On est des mecs en toge avec des bières, si tu veux. On est moyen crédible quand même, mais on peut attester si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu veux vraiment convaincre les gens qui n'ont pas compris à quoi vous servir? Ah mais c'est pas qu'on n'a pas compris, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a une arnaque. Oui, mais c'est pas cela que tu veux avoir. Si, c'est aussi cela. Parce qu'aujourd'hui, un enseignant-chercheur, il y en a beaucoup qui pensent que, en fait, on va essayer de les baiser quelque part. Alors qu'on ne peut pas les baiser. Va les voir et demande-leur de t'aider. Intègre-les dans le programme. C'est ça de les trouver, mais oui, je te le confirme, c'est l'idée. Ouais. Non, c'est compliqué, hein, c'est pareil avec Techstars, je suis un bénévole qui bosse pour une entreprise. Les gens ils trouvent ça chelou, mais à la fin je suis sympa, donc ça va. Est-ce que vous avez un dernier mot à transmettre sur ce projet? Est-ce que vous avez une révélation fulgurante? Est-ce que vous avez la note attribuée au concours de Boudin Noir de Champagny-sur-Saône à Monsieur Pérezas de Champagny-sur-Marne? On va décevoir beaucoup tes auditeurs, mais non. Non, pas de dernier. Non, on parle dire c'est cool.
Merci beaucoup d'être venu. Merci Quentin. Est-ce que vous avez envie de passer voir les Maya Amateurs cet été? Ouais. De toute façon, à partir du moment où tu dis OK à The Corner pour aller à Landerneau, moi je peux même aller à Saint-Nazaire, y'a pas de souci. Tu payes l'avion, tu payes les bières, tu payes la charcuterie, on peut discuter quoi. Eh bien, je pense que nous allons remercier nos intervenants d'aujourd'hui et les laisser aller se resservir une bière. Merci beaucoup et à très bientôt sur Maya. Merci à vous. Bienvenue à toi dans notre Open Space. J'espère que tu as aimé cette émission, du coup tu vas pouvoir mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Surtout qu'on continue les podcasts et du coup tu vas pouvoir nous rejoindre la semaine prochaine. Et la semaine prochaine on développe.